Je vous souhaite de très très bonnes journées REFMAR, enrichissantes, et je laisse la parole donc à Madame Cathy Narcy, adjointe à la chef du SRNH au ministère de la Transition écologique et solidaire, Direction générale de la prévention des risques. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette troisième édition de Journée REFMAR. Je tiens par un premier lieu à excuser Cédric Bourrier, le directeur général de la prévention des risques, qui malheureusement ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais je suis particulièrement ravie d'ouvrir ces journées. Alors d'autant plus qu'elles font suite, hasard des calendriers, aux assises nationales des risques naturels qui se sont tenues hier et avant-hier à Montpellier, avec comme fil conducteur l'adaptation des territoires pour une société résiliente. Donc on est parfaitement dans la continuité et dans la cohérence des termes. Et pour moi, la journée REFMAR sont vraiment des journées importantes dans le contexte de changement climatique que l'on connaît aujourd'hui. Les rapports successifs du GIEC, vous le savez bien sûr, nous rappellent l'impact important qu'a le changement climatique, notamment sur le niveau de la mer. Donc son prochain rapport sur l'océan qui doit paraître à l'automne prochain est pour nous très attendu. Et du coup, l'adaptation des territoires, à notre sens, est désormais une nécessité. Le changement climatique que connaît notre planète affecte en effet déjà de nombreux territoires et de nombreux secteurs de nos sociétés, que ce soit l'agriculture, le tourisme, l'aménagement des territoires, la protection des populations, et j'en oublie. Et vous le savez aussi, la prise en compte de ce changement prend une couleur toute particulière sur nos littoraux. En effet, ces territoires sont parmi les plus dynamiques et attractifs, pas seulement en France, alors que la hausse du niveau marin contribue à renforcer les aléas littoraux. Ce sont donc des territoires avec des enjeux particulièrement forts et avec un challenge encore plus fort que sur le reste du territoire. À titre d'illustration, on voit qu'au niveau mondial, plus de 50% de la population vit dans les zones côtières, phénomène qui a plutôt tendance à s'accentuer, alors que ce sont parmi les zones, voire les zones, souvent les plus exposées aux phénomènes naturels extrêmes, tempêtes, cyclones, tsunamis, et bien sûr élévation du niveau de la mer. Se rajoute à ça aussi le phénomène d'érosion côtière que vous connaissez bien. Donc ça crée un challenge particulier pour ces territoires. Pour la France, pour illustrer aussi, on peut noter qu'on a 1,5 million d'habitants qui sont exposés au risque de submersion marine, ce qui est très important, et 20% des côtes qui reculent sous l'effet de l'érosion, que ce soit en métropole ou en outre-mer. L'ensemble des territoires français sont touchés par le phénomène. L'adaptation des territoires au changement climatique, et tout particulièrement le littoral, est donc un enjeu majeur, et il devient essentiel d'anticiper ces effets pour évoluer vers des sociétés plus résilientes, imaginer de nouvelles formes d'occupation conciliant aménagement, développement économique, qui est important bien évidemment, mais aussi préservation des richesses naturelles et conscience des risques, ce qui est un exercice pas toujours facile à mener sur les territoires, et c'est tout l'objet des assises qui se sont réunies ces 2 derniers jours. Donc ces objectifs s'inscrivent bien sûr pleinement dans les politiques menées par le ministère de la Transition écologique et solidaire depuis plusieurs années maintenant déjà, mais qui s'accentue encore ces dernières années. Donc notamment, vous avez, j'imagine, en tête que la France vient de se doter d'un 2e plan national d'adaptation au changement climatique qui a 2 volets, donc à la fois bien sûr atténuer l'impact sur le climat et l'environnement et agir à la source bien sûr du changement climatique, mais aussi, même si c'est moins connu, à nous adapter aux effets du changement climatique, qui est de toute façon incontournable, nonobstant les actions qu'on fera pour freiner le changement climatique. Cet enjeu est aussi décliné dans les différentes politiques sectorielles que la France met en œuvre. Donc la politique de prévention des risques, bien sûr, puisque la DGPR en est le leader, donc qui participe pleinement à cet objectif d'adaptation au changement climatique, donc avec des outils concrets qui visent à répondre aux besoins de résilience des territoires et tiennent d'ailleurs dès à présent compte de l'évolution des aléas provoqués par le changement climatique, notamment sur le niveau de la mer. Donc que ce soit au niveau national ou dans les outils locaux, par exemple avec les PPR ou les PAPI. Je voudrais aussi citer la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, qui est pilotée par nos collègues de la DGLN, mais auquel on est associé très étroitement, qui a permis, depuis 2012, d'identifier plusieurs programmes d'action afin de mieux appréhender les dynamiques littorales et surtout de développer les outils nécessaires pour s'adapter aux évolutions de nos littoraux en anticipant sur les phénomènes à venir. Enfin, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI, qui est une réforme majeure
dans le secteur de la prévention des inondations. Cette compétence confiée aux intercommunalités permet notamment de mieux concilier urbanisme, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, donc par cette logique d'approche territoire transversale dont je parlais précédemment. Les collectivités sont en effet la clé de voûte de ces sujets, car elles sont porteuses de projets de territoire qui doivent répondre à la fois aux enjeux locaux de développement économique notamment, mais aussi en prenant en compte les enjeux des risques. Elles ont donc un rôle essentiel à jouer dans l'évolution de nos territoires, rôle encore plus décisif avec le changement climatique que vous connaissez bien. Et j'en viens au sujet des journées qui nous rassemblent. Pour parvenir à anticiper ces risques et adopter des politiques publiques pertinentes, il est bien sûr indispensable d'améliorer la connaissance sur les événements passés, mais aussi et surtout sur leurs évolutions à venir. Et à ce titre, l'évolution de la connaissance est vraiment un enjeu majeur pour nous, parmi lesquels la question d'observation du niveau de la mer, bien sûr. Ça permettra de progresser à la fois sur tous les volets de prévention dont j'ai pu parler et d'adaptation des territoires, mais aussi tout ce qui est surveillance et alerte, bien évidemment. Par exemple, la vigilance vague submersion que vous connaissez bien, l'alerte au tsunami, etc. C'est pour moi tout l'enjeu de ce colloque de contribuer à améliorer cette connaissance qui est pour nous le socle de développement de bonnes politiques publiques. Je me réjouis par ailleurs de la diversité des thématiques abordées, des thématiques scientifiques bien sûr, mais au sens très large du terme. Donc, événements extrêmes, changement climatique, mais aussi, et c'est tout aussi important, diffusion de l'information du milieu de la recherche jusqu'à l'appropriation par le grand public. Parce qu'on sait bien que pour pouvoir évoluer sur la prévention des risques, il faut une mobilisation et une sensibilisation de chacun d'entre nous. Si la société ne se met pas en mouvement, nous n'arriverons bien sûr pas à aller jusqu'au bout des enjeux poursuivis. Je tiens enfin à remercier tout particulièrement les participants qui ont fait le déplacement de loin. Je pense notamment aux délégations venues de l'étranger pour contribuer à ce colloque francophone. En effet, le constat dont je parle est bien sûr le même partout en termes d'aggravation des risques en raison du changement climatique. Et les échanges entre pays sont essentiels pour nous aider à trouver les bonnes solutions, que ce soit en matière de connaissances, mais aussi de politique publique. Je suis donc très heureuse de vous accueillir ici, dans nos locaux de la Tour Sequoia, au ministère de la Transition écologique et solidaire. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes journées REFMAR, qui, je n'en doute pas, seront passionnantes et surtout riches en échanges. C'est vraiment l'objet de ces journées. Et je laisse maintenant la parole au CHOM, que je remercie d'avoir organisé de manière aussi efficace ces journées. Bien, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux, effectivement, de participer à cette séance introductive. Je voudrais commencer par remercier le ministère de la Transition écologique et solidaire et plus particulièrement le service des risques naturels et hydrauliques pour nous accueillir et avoir facilité l'organisation de ces journées. Merci aussi à tous les organismes et réseaux partenaires qui ont participé, contribué, œuvré au montage du programme de cette édition, le CEREMA, le MOI, l'IRSN, les réseaux illico et SONEL. Je me réjouis aussi de la participation et de la diversité de la participation à ces journées. Je veux tout particulièrement saluer les participants venus de l'étranger, venus partager, comme cela vient d'être dit, nos préoccupations et venir échanger nos expériences sur ce sujet de la mesure marégraphique, de la mesure du niveau de la mer et de ses applications. Je suis particulièrement heureux de saluer mes collègues hydrographes, le colonel Ménasri, chef du service hydrographique des forces navales algériennes, le colonel Abdelaoui, chef de l'Institut national de cartographie et télédétection algérienne, le capitaine de vaisseau Taga,
chef du Centre hydrographique et océanographique de la Marine nationale tunisienne. Je crois que ça montre à quel point ces préoccupations sont partagées, en particulier autour de la Méditerranée, qui est un des sujets d'une des sessions de ces journées. Puis je veux bien sûr aussi saluer la participation de représentants de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui sont, comme on le sait, des régions qui sont particulièrement sensibles à ces questions d'évolution du niveau de la mer, que ce soit pour la protection des biens et des personnes sur le littoral, mais aussi pour le développement économique portuaire. Et je crois que c'est important qu'on ait effectivement aussi un certain nombre de représentants des ports de cette région. Donc le niveau de la mer. Alors, on dit que le changement climatique, c'est, l'affaire du siècle. C'est une affaire du siècle. Et je crois que dans ce cadre-là, le niveau de la mer, c'est vraiment, et son observation, sa compréhension, c'est vraiment une problématique de notre temps que nous partageons. Il a été rappelé maintenant l'importance qu'allait apporter le GIEC ou l'IPCC dans son prochain rapport sur la question de l'océan, et nul doute que dans le rapport spécial que le GIEC prépare sur l'océan et la cryosphère, il y aura une place tout à fait importante qui sera consacrée à cette question du niveau de la mer. Alors, c'est une question dont l'importance est reconnue par nos différents pays depuis longtemps. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui ont déjà été lancées pour aborder ces questions. Au niveau national, je dirais qu'il y a maintenant presque 10 ans que le secrétaire général de la mer a lancé une initiative de coordination sur l'observation du niveau de la mer, la gestion et la diffusion, dont l'importance a été rappelée, la diffusion des données qui résultaient de cette observation. Pour cette instruction, je pense à mon avis, elle est toujours d'actualité, et en particulier au travers des enjeux qu'elle recense sur cette question de l'observation du niveau de la mer, puisque ça concerne l'anticipation et la gestion des risques concernant le littoral, la sécurité des navigations, qui est un des clients historiques de la mesure du niveau de la mer, la sécurité portuaire, comme l'atteste, comme je l'indiquais tout à l'heure, la présence de responsables ou de plusieurs ports, la planification de l'espace maritime, qui est devenu un sujet extrêmement important pour le développement des activités littorales et la protection du milieu marin, la recherche climatologique et océanographique, et puis les expertises qui sont nécessaires pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle, qui correspond dans notre pays à un dispositif juridique particulier. Alors l'observation du niveau de la mer, ça peut apparaître comme étant quelque chose... La description de ce qu'il y a à faire, c'est assez simple. Il faut une échelle de marée, une bonne montre. Bon, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est de caler l'échelle de marée, de la rattacher à des niveaux géodésiques. Mais bon, c'est une chose simple, mais la mesure, la donnée du niveau de la mer, c'est quelque chose qui est extrêmement riche en contenu, en signaux. Les posters que j'ai déjà eu le temps d'apercevoir le montrent bien. Il y a déjà une très grande diversité d'échelles de temps qui sont présents dans le signal de la marée. Et puis il y a aussi une grande diversité dans l'espace. Ça, on le sait bien dans la marée, on le sait peut-être un peu moins dans les tendances à long terme de l'évolution du niveau moyen. Et cette diversité dans le temps, des échelles de temps et d'espace, ça rend son interprétation complexe. C'est pour ça que je crois qu'il est important effectivement d'insister sur le fait qu'il s'agit bien d'avoir la connaissance du niveau de la mer, c'est l'observation et c'est aussi la compréhension scientifique des phénomènes qui affectent ce paramètre. Alors un mot, les échelles de temps. Les échelles de temps, que ce soit de la période semi-diurne ou diurne de la marée jusqu'aux tendances
séculaire, on observe une très grande variation d'échelle de temps. C'est une des raisons qui rend aussi très important d'intégrer dans nos observations, dans notre connaissance, les données historiques, c'est-à-dire celles qui ont pu être recueillies au cours des décennies, voire des siècles passés, et qui sont extrêmement utiles pour interpréter les évolutions du niveau de la mer. Et c'est aussi, je crois, un des thèmes de ces journées. Bon, à l'autre bout du spectre temporel, hein, il y a les submersions marines, qui sont, ça a été rappelé aussi, un des sujets de préoccupation maintenant de nombreux pays. Et quand on est dans cette partie du spectre, on voit que quelque chose qui devient très important, c'est la capacité à exploiter les observations en temps réel. Et ça aussi, je crois que c'est un des sujets importants à aborder dans ces journées. Un mot sur les échelles d'espace. Il y a des enjeux locaux, ça a été rappelé, et puis il y a des enjeux globaux liés au changement climatique. La conséquence, c'est qu'il faut observer ce niveau de la mer un peu partout. Alors, il y a bien entendu des stratégies à développer, mais on a vraiment besoin d'avoir une observation qui soit à la fois locale et globale, et ça nécessite une très forte coopération. Alors cette coopération dans le domaine de l'élévation, du suivi du niveau de la mer, elle n'est pas nouvelle. Elle a été développée depuis plusieurs décennies, notamment dans le cadre de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, hein, avec le Global Sea Level Observing System, et les systèmes d'alerte hein, qui se développent notamment pour les tsunamis, toujours dans le cadre de la COI. Mais je crois que c'est des coopérations qu'il faut maintenant renforcer. Justement, pour parler de la commission océanographique, je reviendrai sur la COI tout à l'heure. Il y a 3 ans, hein, lors de la précédente édition de ces journées en 2016, j'avais mentionné quelques défis hein, auxquels devait faire face notre communauté, et je crois qu'ils sont toujours majeurs, hein, ils sont majeurs et toujours actuels. C'est maintenir les réseaux d'observation dans la durée. Il ne suffit pas d'installer des marégraphes, il faut aussi les maintenir et s'assurer de leur bon fonctionnement dans la durée. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, la récupération des données anciennes, des données historiques, qui sont un élément essentiel pour notre compréhension des phénomènes. Alors, je crois qu'on peut en ajouter d'autres, et qui rejoignent les priorités en matière de recherche et développement de la décennie des sciences de l'océan au service du développement durable que vient de lancer, à la demande de l'Assemblée générale des Nations unies, la Commission océanographique intergouvernementale. Et ces priorités en matière de recherche et développement, et vous verrez qu'on va y retrouver des préoccupations qui affectent notre communauté, c'est système complet d'observation de l'océan, portail d'information des données, hein, les questions de diffusion de l'information, les systèmes d'alerte multirisques, donc en particulier les risques littoraux, et, point absolument essentiel pour arriver à un système d'observation globale pérenne, le renforcement des capacités de l'ensemble des pays partenaires. Et sur ce dernier point, je pense que c'est une excellente initiative qui a été lancée que de compléter les journées qui se tiennent cette semaine par des journées d'échange et de formation technique à Brest la semaine prochaine. Voilà, donc je pense pour répondre à tous ces enjeux, à toutes ces questions, on a un programme de ces journées qui est extrêmement riche, et je voudrais de fait remercier tous les contributeurs à ce programme, tous ceux qui ont préparé les présentations, préparé les posters. Je crois que ce programme très riche, très structuré, va être une excellente occasion de développer notre compréhension mutuelle de ce que font les différentes équipes, d'échanger et de progresser pour répondre aux enjeux que je signalais. Donc je vous souhaite à tous d'excellentes journées et des échanges fructueux. Merci de votre attention.
Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Dupré, le directeur adjoint au CEREMA EMF. Je voulais commencer par d'abord excuser le directeur général et puis le directeur technique Omer Fleuve, Philippe Jost, qui est pris par on va dire, les instances nationales de l'établissement et qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Je voulais vraiment dire que c'était un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, notamment parce que je suis très attaché à ces sujets. C'est mon premier mot dans mes nouvelles fonctions, hein. Donc voilà, ça prend beaucoup de sens pour moi. Voilà, un grand plaisir de retrouver certaines personnes connues. On voit que les compétences et les personnes circulent dans ces réseaux. Et puis un grand plaisir aussi donc, voilà, d'être accueilli ici par le ministère dans cette amphi. Voilà, je voulais aussi saluer plus largement le ministère et les différentes tutelles, parce que dans le mot qu'a dit Cathy tout à l'heure, le soutien des différentes tutelles à l'observation, la connaissance et la compréhension des phénomènes scientifiques et techniques dont on va parler aujourd'hui est vraiment quelque chose d'essentiel et quelque chose d'indispensable aussi pour pouvoir avoir des politiques publiques qui sont les plus pertinentes, les plus efficaces dans un contexte qui a été décrit, je ne reviendrai pas, mais voilà, qui est en pleine évolution, tant du point de vue institutionnel que lié aux effets du changement climatique. Voilà, je voulais remercier aussi le CHOM pour avoir organisé ces journées et pour nous avoir voilà, donné carte blanche pour l'organisation de cette première journée. C'est vraiment voilà, quelque chose qu'on apprécie énormément et je pense qu'il est vraiment à la mesure des enjeux au travers de partenariats historiques que le CEREMA et le CHOM ont et voilà, on a une très bonne illustration aujourd'hui et je voulais signaler d'ailleurs que nous avions renouvelé notre accord de collaboration pour justement structurer et consolider l'appui aux différents acteurs de ces domaines. Et puis je voulais, voilà, comme ça a été dit précédemment, tous vous remercier ici. On a une salle qui est très bien remplie. Ça illustre, je pense, l'importance du sujet qu'on va traiter aujourd'hui et aussi la diversité des acteurs qui doivent se mobiliser pour ces sujets. Dans la salle, on a voilà, des acteurs scientifiques et techniques, des acteurs des collectivités, des représentants de services. Voilà, je pense que ça illustre vraiment l'effort et le travail qui doit être fait en commun. Puis voilà, j'avais un message aussi tout particulier à l'intention de nos collègues francophones, à une quarantaine de délégués, si j'ai bien compris, venus de 10 pays. Voilà, nous sommes aussi très attachés à apporter un appui dans cet environnement de la francophonie sur ces thématiques. Voilà, ça me rappelle d'ailleurs une journée nationale sur le génie civil et le génie côtier qui avait été organisée il y a quelques années en Tunisie entre des collègues français et tout un tas de collègues francophones qui avait été là aussi un très grand succès. Voilà, et puis je voulais remercier vraiment hier l'infrastructure de recherche Illico là, qui dira un petit mot tout à l'heure et avec qui on a pu faire ce programme. Et voilà, je voulais remercier particulièrement les collaborateurs Amélie et Boris. Voilà. Je vais aussi profiter, sans être trop long, mais de dire un tout petit mot de cet établissement qu'est le CEREMA, puisque c'est un établissement qui est relativement nouveau, qui a été créé en 2014, qui est pas toujours connu de tous. Donc c'est un établissement donc public et de référence dans le domaine de la capitalisation et du développement d'expertise publique sur des thématiques qui sont l'aménagement du territoire, la transition écologique, la transition énergétique, la cohésion des territoires. Et donc il propose d'une certaine façon une expertise qui est assez unique dans un certain nombre de domaines thématiques. Je ne vais pas tous vous les lister, mais quelques-uns, la mobilité, les infrastructures, dont les ports, les voies navigables, l'urbanisme, la construction, la prévention des risques, la sécurité maritime et la sécurité routière aussi. Et l'une des spécificités, c'est notamment, en complément de cette expertise pointue, d'être en capacité de les intégrer, ces différentes thématiques sur les territoires, pour pouvoir développer des approches territoriales et en particulier, notamment sur les territoires littoraux qui nous occupent aujourd'hui, donc notamment par l'intermédiaire de 8 directions territoriales que vous connaissez certainement. Et c'est aussi un centre de ressources et d'expertise scientifique, d'expertise technique au service des différentes thématiques et des différentes politiques publiques qui ont été citées tout à l'heure, voilà, avec environ 400 chercheurs reconnus et 3 directions techniques et thématiques, et dont celle en charge de l'eau, de la mer et des fleuves que je représente aujourd'hui. Il représente aussi un appui pour les services de l'État, mais aussi pour les différentes collectivités, les acteurs économiques des territoires. Voilà. Alors je voulais
simplement lister quelques sujets qui sont portés actuellement alors par le CEREMA ou dans le cadre de partenariats ou de manière plus anecdotique par le CEREMA, mais par des acteurs reconnus du domaine, parce qu'ils montrent finalement l'importance des thématiques autour de ces questions de gestion du trait de côte. D'abord, la réalisation de l'ortho littoral version 3, voilà, dans le cadre d'un consortium entre l'IGN, le CEREMA, le MTES. Ces données sont vraiment essentielles pour la mise en œuvre des différentes politiques publiques sur le territoire. Cathy Narcy a cité tout à l'heure la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, et j'aimerais juste y revenir par un ou deux points, parce que c'est aussi quelque chose de très concret. Ce n'est pas juste une stratégie un peu théorique, ça prend une dimension extrêmement concrète, extrêmement opérationnelle. Donc je voulais citer quelques éléments. La mise en place d'un indicateur national de l'érosion côtière, qui va permettre d'objectiver les questions d'érosion du trait de côte. La mise en place d'une base de données sur les ouvrages côtiers, qui est aussi quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement prégnant sur le territoire. Et puis, quelque chose d'un peu plus prospectif, mais notamment l'évaluation prospective des enjeux qui seraient potentiellement concernés par le recul du trait de côte dans un contexte de changement climatique, qui est quelque chose d'un peu plus prospectif aussi, mais extrêmement concret, puisque ça permet de mesurer localement l'impact et les conséquences réelles du trait de côte. Autre élément, pour en citer encore un ou deux, l'actualisation qui est en cours du catalogue sédimentologique des côtes de France. Voilà. Vous savez, pour ceux qui le connaissent, qui ont utilisé la version de 1981 comme moi pour de l'ingénierie, c'est quelque chose de très concret, très opérationnel, très utile. Et puis, autour des questions d'observation, plusieurs activités qui sont très importantes de notre point de vue. Le réseau national d'observation du trait de côte, qui se fait dans le cadre de collaborations très constructives entre le CNRS, le BRGM, nous-mêmes, le CHAUME, en tant que référent national sur les questions de niveau. Et puis on a parlé tout à l'heure des questions d'observation. Je voulais aussi évoquer les questions d'observation de la houle, qui sont aussi extrêmement importantes, qui s'articulent de manière très forte avec les questions de niveau marin. Donc, vous connaissez le Centre d'archivage national des données de houle in situ, son petit nom Candice, qui a été développé sur l'ensemble des côtes métropolitaines et aussi sur les côtes d'outre-mer, dans le cadre d'un partenariat avec le CHAUME, mais qui est quelque chose d'extrêmement fondamental lorsque l'on veut voir les conséquences sur le littoral. Et je voulais citer, peut-être pour arrêter ma longue litanie, je vois que vous commencez à vous épuiser, les travaux très concrets qui sont en cours dans le cadre de l'Eurocode 1. Donc vous savez que c'est un document extrêmement structurant pour l'ensemble des calculs et l'ensemble d'une démarche d'ingénierie qui est en cours et pour lequel des réflexions vont permettre de mieux appréhender comment prendre en compte sur le littoral la combinaison qui est complexe, vous le savez, du niveau de la mer, du niveau de houle, des profondeurs d'eau, pour pouvoir estimer de manière extrêmement opérationnelle l'effet sur le littoral et surtout les enjeux qui sont implantés sur le littoral de manière directe ou indirecte. Alors je ne reciterai pas un certain nombre de chiffres qui ont déjà été cités précédemment, mais je voulais simplement rappeler sur le territoire national, on a 7,8 millions base 2010 d'habitants dans les communes du littoral, dont environ 2 millions en Outre-mer et 6,5 millions environ sur la métropole. On estime qu'on a environ 25% du littoral métropolitain et d'Outre-mer qui connaît une problématique d'érosion côtière. Sur la base de l'indicateur national que j'évoquais tout à l'heure, avec des rythmes d'érosion qui sont effectivement très différents, de quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres dans certains territoires, à plusieurs mètres, voire presque la dizaine de mètres dans un certain nombre d'autres territoires. Voilà, le Cap Ferret, la Tremblade, la Camargue, des endroits que vous connaissez peut-être pour d'autres raisons. Et toutes ces enjeux sont, dans le contexte du changement climatique, ça a déjà été dit, en cours d'évolution, et le rapport du GIEC est effectivement extrêmement attendu pour fixer un cadre, mais aussi pouvoir mettre en place une vraie réflexion prospective sur
comment anticiper et comment gérer dans les différents territoires qui sont concernés, la gestion du trait de côte, le retrait stratégique, par exemple. Voilà. Alors, le programme qui a été coélaboré va permettre d'aborder les différentes dimensions qui ont été présentées par les deux intervenants précédents et moi-même. D'abord, les dimensions géographiques et puis les différents enjeux de la gestion du trait de côte, voire du recul du trait de côte dans un certain nombre de cas, et aussi la diversité des positionnements autour de cette thématique qui est assez bien représentée par la diversité des participants aujourd'hui en tant qu'acteurs concrets du littoral, acteurs scientifiques et techniques, mais aussi acteurs opérationnels. Donc je retiens, mais vous le verrez dans le programme, donc on a différentes séquences qui vont traduire les différents défis scientifiques et techniques de la gestion du trait de côte, mais je pense que Christophe en dira un mot tout à l'heure, qui sont d'abord des enjeux de court terme autour de la connaissance, la capitalisation de l'impact de ces événements extrêmes sur l'évolution à court terme du trait de côte, l'implication de la société civile qui est essentielle et de l'ensemble des acteurs pour partager aussi le diagnostic qui est mis sur la table par les acteurs scientifiques et techniques. Il faut partager ce diagnostic pour pouvoir s'engager dans l'action. Et puis, in fine, une présentation de la prise en compte des évolutions à plus long terme sur la base de différents projets et programmes qui sont actuellement menés dans différents points du globe. Voilà, je pense que j'ai été trop long. Enfin, on m'a pas allumé de feu rouge pour m'arrêter, donc peut-être que ce n'est pas tant le cas. Voilà, je voulais vraiment vous remercier de votre participation à tous. Voilà, et puis mettre cette journée sous le signe de débats riches et d'échanges, et notamment avec la participation de nos collègues francophones dans la salle. Voilà, excellente journée à tous, et donc un beau succès à cet événement. Donc voilà, donc je vais être le dernier justement dans cette séance d'introduction. Il y a déjà eu des mots qui étaient et des concepts qui étaient très très intéressants qui ont été énumérés. Donc je voudrais évidemment moi aussi remercier principalement évidemment le CHOM, le CRMA pour cette organisation. Et quand je vois ici justement les différentes, enfin les 4 Marianne qui sont représentées, bon il en manque une concernant le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et innovation, mais on voit bien ici que la problématique à laquelle on est confronté nécessite une approche qui est complètement collective et qui intéresse véritablement les différents ministères qui sont les ministères de tutelle. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, c'est assez rare de voir comme ça une présentation dans laquelle on va pouvoir parler science avec 4 logos du secrétariat général de la mer, du MTES, ministère de l'Intérieur et ministère des Armées. Donc en soi, ça c'est déjà bien. Et également les mots-clés là, qui ont un petit peu qui ont été égrenés pendant ces premières présentations, qui sont accroissement de connaissances, observation, eh bien, on voit là le cœur en fait des questions qui se posent, c'est comment accroître notre connaissance, et je pense que c'est particulièrement important d'avoir intégré justement que c'est justement cette compréhension des processus qui va permettre justement de pouvoir anticiper, modéliser, prévoir l'avenir. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là que ma présentation va s'intégrer, puisque moi je vais vous parler d'une infrastructure de recherche illico qui infrastructure de recherche, donc dans un premier temps. Donc voilà. Alors en plus, voilà, j'ai pas franchement un retour. Bon donc sur cette partie là, la première question est on continue parce qu'il n'y a pas le retour là sur le PowerPoint, c'est pas très grave. Donc la première question évidemment qu'on peut se poser, c'est justement quelles sont les questions scientifiques qui sont autour de cette dynamique du littoral et qui nécessitent des observations sur long terme. Parce qu'on va vraiment décliner cette présentation sous à la fois l'approche nécessité d'observation pour pouvoir comprendre des processus. Et là, on va prendre un petit peu de recul sur la nécessité de comprendre les processus dans leur intégralité. On a parlé de niveau marin, on a parlé d'évolution du trait de côte, mais il y a d'autres problématiques qui se greffent et qui sont très interconnectées et qui nécessitent vraiment cette approche un petit peu pluridisciplinaire qu'on a dans nos laboratoires de recherche, que ce soit universitaires ou en lien évidemment avec le CNRS et nos partenaires d'autres organismes de recherche comme IGN, le CHOM et autres.
Donc, le contexte particulier de la zone littorale, évidemment, c'est qu'on est dans une zone d'interface. Évidemment, cette zone d'interface, interface entre le milieu hauturier ouvert, interface avec la zone continentale, fait qu'on se situe vraiment sur une zone extrêmement complexe, et on parle dans ces cas-là de zones également critiques. Il y a des échanges, à la fois des échanges de matière, des échanges d'énergie qui sont extrêmement importants, et donc ces échanges dans cette zone d'interface va entraîner des transformations entre les milieux qui nécessitent d'être mieux compris. C'est une zone de richesse à la fois économique et écologique extrêmement importante, et qui est, alors heureusement ou malheureusement, est une zone aux activités, aux usages et aux motivations qui sont extrêmement variées, que ce soit sur du tourisme, l'aménagement et l'habitation, mais également des problèmes plus économiques autour de la pêche, de la culture, et évidemment la préservation de la biodiversité. Et au final, cette zone est également soumise à des aléas qui sont naturels. Donc en fait, on a déjà compris dans les présentations précédentes que cet ensemble, c'était pas tout à fait, cet ensemble va créer une très très forte variabilité spatio-temporelle, à la fois de paramètres physiques, c'est ceux dont on va parler plus tôt pendant cette conférence autour des niveaux de mer, des évolutions du trait de côte, mais également sur des processus qui sont également biogéochimiques et également biologiques. Donc c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu ce contexte général qui va poser un certain nombre de questions clés qu'il faut pouvoir aborder de façon pluridisciplinaire pour pouvoir comprendre justement cette dynamique littorale dans son intégralité. Donc la première chose, évidemment, les grandes questions qui tournent autour de cette dynamique du littoral, la première chose, c'est peut-être comprendre comment fonctionne le système observé. Alors évidemment, ce sont des processus qui sont assez complexes. Alors il y a tous ces processus qui sont les processus physiques, qui sont la dynamique de l'océan physique, des processus qui sont à l'origine justement de ces modifications d'élévation des niveaux de mer. Mais également, on a beaucoup de processus biogéochimiques qui vont gouverner les productions primaires diverses et variées, la dynamique des populations. Et on voit en permanence les liens qu'il peut y avoir entre ces différentes questions, avec, encore une fois, des échelles temporelles qui sont imbriquées, puisqu'on va travailler sur des problématiques qui sont de la saisonnalité, avec des variabilités d'amplitude annuelles qui sont particulièrement importantes à étudier, également ces cycles interannuels qui vont jouer et interagir avec des variabilités spatiales. Donc on voit là que ces problématiques de compréhension du processus sont des questions qui sont clés. Évidemment, la question qui est de plus en plus prégnante, c'est l'évolution sur le long terme. Donc là, on va travailler sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues. On est à l'échelle décennale ou à l'échelle du changement climatique. Évidemment, on doit apporter des informations, des mesures sur les impacts du changement climatique, parce que c'est vrai, ce que nous, on peut mesurer, ce qu'on essaie de comprendre, c'est surtout ces impacts, qui sont travaillés sur des très longs termes et qui sont en fait des combinaisons de cycles de très basse fréquence sur lesquels on va essayer d'identifier des tendances, des ruptures qui vont pouvoir expliquer justement ces modifications de mesures. Donc, un point particulièrement important, ce sont les phénomènes rares, donc les phénomènes extrêmes. Donc c'est vrai que si on les schématise, c'est évidemment tout ce qui va être des tempêtes, les cyclones, qui vont engendrer ou non des états de mer particulièrement exceptionnels, mais pas seulement ces phénomènes. Également, on a toutes les problématiques autour des pluviométries, des variations importantes de température d'eau, donc les phénomènes El Niño, El Niña, également les séismes, les éruptions, les tsunamis, qui eux vont également avoir un niveau à la fois direct sur les états de mer, mais également sur tous les processus qu'on a vus précédemment. Et on voit que là, pour pouvoir travailler sur ces phénomènes rares, c'est particulièrement difficile parce que par définition, ils sont extrêmement rares, donc il faut être capable de les observer au moment où ils se produisent. Et ils sont particulièrement importants parce qu'en fait, on se rend compte, ça c'est les résultats des dernières années, que ces phénomènes rares ont un impact évidemment beaucoup plus important qu'une succession de petits éléments, ou alors c'est le contraire qui peut se passer. Donc en permanence, on doit essayer de comprendre justement cet impact des phénomènes rares par rapport à une continuité de phénomènes de beaucoup moins grande importance. Mais c'est important de les comprendre, et la question justement de leur non-linéarité rend encore plus difficile justement leur modélisation. Et ça nécessite de pouvoir mesurer encore une fois ces phénomènes rares dans des contextes extrêmement difficiles, donc nécessité de développer des méthodes, des instruments qui sont extrêmement performants.
Ensuite, évidemment, on peut travailler sur l'impact des activités humaines. Alors même si on a parlé un petit peu plus haut des changements climatiques, là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les impacts directs avec des modifications physiques de turbidité, des apports de polluants, de nutriments, de déchets, qui vont également modifier les processus de ces différents phénomènes qu'on essaye d'étudier. Donc, globalement, avec ces questions, on voit bien qu'il y a une nécessité d'acquérir des données sur le long terme, puisque nos processus sont à différentes échelles de temps, mais également sur une grande variabilité spatiale. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles a été créée cette infrastructure de recherche illico. Qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure de recherche? En fait, c'est un outil qui a été créé par le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et qui a pour objectif de conduire des activités de recherche de haut niveau. Et parmi ces 99 infrastructures de recherche qui couvrent la totalité du spectre de la recherche en France, on a eu une infrastructure qui s'appelle ILLICO qui a été créée, dont l'objectif est d'observer et de comprendre les milieux et les écosystèmes côtiers littoraux dans leur globalité. Donc on voit que c'est complètement dans ce cadre-là qu'on s'insère. Alors cette infrastructure de recherche ILLICO, en fait, est une fédération d'un certain nombre de services nationaux d'observation qui existaient déjà et qui avaient été créés initialement par le CNRS, mais qui impliquent la totalité des organismes de recherche pour pouvoir essayer de documenter les évolutions, les variabilités d'un certain nombre de systèmes. Donc ces SNO ont une vocation d'apporter un service à toute la communauté scientifique, mais pas qu'à la communauté scientifique, pour la production et l'accès de données. Et donc, ILLICO, voilà, c'est justement cette fédération de tous ces services nationaux d'observation, à la fois du CNRS, de l'IFREMER, des universités. Ça a été coupé sur la fin, mais alors IGN et le CHOM ici qui sont présents. Voilà. Donc voilà un petit peu le mode de fonctionnement ILLICO. Donc là, on revoit tout de suite Sonel, je vais y revenir un peu plus tard. Donc ILLICO fédère ces 8 services nationaux d'observation. On peut passer sur la diapo suivante. Voilà, donc je vais dire juste un mot sur chacun pour essayer de comprendre un petit peu leur logique et les raisons de leur présence. Donc le premier, c'est Phytops, qui est un observatoire du microphytoplancton avec une fréquence d'échantillonnage bimensuelle. C'est un petit peu la spécificité. En fonction des questions scientifiques qui sont posées, on va mettre en œuvre des techniques qui sont évidemment différentes avec des variabilités d'acquisition qui seront différentes. Ensuite, on a Dynalite, qui est le dynamique, qui est pour objectif de mesurer les changements morphodynamiques littoraux, donc qui est en gros étalé sur toute la façade métropolitaine et outre-mer, où il y a 36 ateliers sur lesquels on essaie de comprendre justement les raisons de l'évolution de ce trait de côte. Ensuite, COSTA-CHEF. Alors, COSTA-CHEF et SOMIT, là, on travaille sur des paramètres pour SOMIT, des mesures de paramètres physico-chimiques et biologiques de la colonne d'eau. Donc là, ils sont mesurés in situ avec une périodicité qui est de l'ordre qui est bimensuelle, alors que d'un autre côté, on a COSTA-CHEF qui, lui, va faire des mesures physiques et biogéochimiques, mais à très très haute fréquence. On voit donc la complémentarité de ces deux services d'observation. Alors là, si on avait des services d'observation qui étaient répartis sur toute la façade nationale, on a également des services d'observation qui sont localisés, régionaux, et c'est le cas de Mouze, qui est en fait un réseau intégré qui va en fait focaliser un certain nombre de types de mesures sur une seule zone, qui est en Méditerranée, pour essayer de suivre et de mieux comprendre les écosystèmes marins méditerranéens. Alors, l'outre-mer n'est évidemment pas oublié, parce qu'en fait, on a deux réseaux qui sont plus spécifiquement dédiés à l'outre-mer. Le premier qui est Riftamp, qui est coordonné par l'IRD, qui, lui, utilise un réseau de capteurs de température à l'échelle du Pacifique. Et le deuxième, c'est Corail, qui, lui, s'intéresse également à des mesures physico-chimiques et biologiques sur les systèmes coralliens. Et donc, évidemment, je finis sur Sonel, qui est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, qui est le service de mesure des niveaux de la mer via des marégraphes et des techniques géodésiques.
Alors évidemment, le fait de fédérer ces différents réseaux d'observation va permettre d'aborder le problème de la dynamique du littoral dans sa globalité. Alors voilà un petit peu les zones qui sont couvertes par les différents sites ateliers de ces réseaux élémentaires. Donc évidemment, si on regarde à l'échelle mondiale, on voit que Sonel est extrêmement présent avec ses réseaux de marégraphes. Et là, on n'a pas remis la totalité des bases géodésiques parce que là, évidemment, on a l'impression qu'en fait, que la totalité du globe serait couverte par nos mesures. Et ce qui va nous intéresser également, c'est, vous voyez que c'est sur la partie façade française, c'est que cette colocalisation de mesures, de paramètres différents va nous permettre de comprendre des processus à un endroit donné dans leur globalité. Donc ça, c'est un point qui est également important. On peut voir les liens directs, évidemment, entre Dynalite, qui est le suivi du trait de côte, et Sonel, qui va être la mesure des niveaux des mers. Et bien, de la même façon, on va voir sur la diapositive suivante, c'est qu'en fait, pour mettre en œuvre ces réseaux d'observation, on va utiliser un certain nombre de capteurs et de plateformes extrêmement variées, parce qu'encore une fois, on est dans une zone particulière, parce qu'on a à la fois une partie qui est émergée, une autre partie qui est immergée. Donc réussir à fusionner ce type de données, on voit bien que là, on a à peu près tous les capteurs possibles et imaginables pour aller échantillonner à la fois dans la colonne d'eau, mais également sur la partie terrestre, les différents paramètres qu'on a vus précédemment. Et des échanges, évidemment, d'un point de vue méthodologique ont lieu. On prend un exemple justement sur l'utilisation maintenant des caméras vidéo qui sont utilisées pour suivre des états de mer. Un intérêt évidemment pour Sonel, mais également un intérêt pour Dynalite, parce que grâce à ces caméras, on peut également suivre l'érosion du trait de côte. Et un intérêt également pour les réseaux qui travaillent sur les réseaux benthiques, puisque dans un certain nombre de cas, ces caméras permettent de cartographier le fond des zones littorales. Donc on voit justement cet intérêt de fédération, et là je vais m'arrêter là, si vous voulez aller voir un petit peu plus loin justement sur cette infrastructure de recherche, en fait, qui est vraiment le lieu désormais dans le cadre de la recherche, qui concentre à la fois tous ces outils d'observation, ces services d'observation, mais également la communauté scientifique qui se réunit pour pouvoir réfléchir collectivement justement à une meilleure compréhension en lien justement avec les différents autres organismes, que ce soit de recherche ou plus appliqués comme ici. Je vous remercie.